Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 32. Chapitre 14. Récapitulation et conclusion. Récapitulation des difficultés de la théorie de la sélection naturelle. Récapitulation des faits généraux et particuliers qui lui sont favorables. Cause de la croyance générale à l'immutabilité des espèces. Jusqu'à quel point on peut étendre la théorie de la sélection naturelle. Effet de son adoption sur l'étude de l'histoire naturelle. Dernière remarque. Ce volume tout entier n'étant qu'une longue argumentation, je crois devoir présenter au lecteur une récapitulation sommaire des faits principaux et des déductions qu'on peut en tirer. Je ne songe pas à nier que l'on peut opposer à la théorie de la descendance, avec modification par la sélection naturelle, de nombreuses et sérieuses objections, que j'ai cherché à exposer dans toute leur force. Tout d'abord, rien ne semble plus difficile que de croire au perfectionnement des organes et des instincts les plus complexes, non par des moyens supérieurs, bien qu'analogues à la raison humaine, mais par l'accumulation d'innombrables et légères variations, toutes avantageuses à leurs possesseurs individuels. Cependant, cette difficulté, quoique paraissant insurmontable à notre imagination, ne saurait être considérée comme valable si l'on admet les propositions suivantes. Des gradations de la perfection de tout organe ou instinct, dont chacune est profitable, existe ou ont pu exister. Tous les organes et instincts sont, fût-ce de manière imperceptible, variables. Et enfin, il y a une lutte pour l'existence qui mène à la préservation de chaque déviation profitable de structure ou d'instinct. Je ne crois pas que l'on puisse contester la vérité de ces propositions. Il est sans doute très difficile de conjecturer même par quel degré successif ont passé beaucoup de conformations pour se perfectionner, surtout dans les groupes d'êtres organisés qui, ayant subi d'énormes extinctions, sont actuellement rompus et présentent de grandes lacunes. Mais nous remarquons dans la nature des gradations si étranges, comme le proclame l'adage natura non factis saltum, que nous devons être très circonspects avant d'affirmer qu'un organe ou qu'un instinct, ou même que la conformation entière, ne peuvent pas avoir atteint leur état actuel en parcourant un grand nombre de phases intermédiaires. Et il faut le reconnaître, des cas particulièrement difficiles qui semblent contraires à la théorie de la sélection naturelle. Un des plus curieux et sans contredit, l'existence, dans une même communauté de fourmis, de 2 ou 3 castes définies d'ouvrières ou de femelles stériles. J'ai cherché à faire comprendre comment on peut parvenir à expliquer ce genre de difficultés. Quant à la stérilité presque générale qui présente les espèces lors d'un premier croisement, stérilité qui contraste d'une manière si frappante avec la fécondité presque universelle des variétés croisées les unes avec les autres, je dois renvoyer le lecteur à la récapitulation donnée à la fin du 8e chapitre, des faits qui me paraissent prouver d'une façon concluante que cette stérilité n'est pas plus une propriété spéciale que ne l'est l'inaptitude que présentent deux arbres distincts à se greffer l'un sur l'autre, mais qu'elle dépend de différences limitées au système reproducteur des espèces qu'on veut entrecroiser. La grande différence entre les résultats que donnent les croisements réciproques de deux mêmes espèces, c'est-à-dire lorsque des espèces est employée d'abord comme père et ensuite comme mère, nous prouve le bien fondé de cette conclusion. La fertilité des variétés croisées et de leur descendance métisse ne peut être considérée comme universelle, et leur fertilité en général ne saurait être surprenante lorsque nous pensons qu'il est peu probable que leur constitution ou leur système reproducteur ait été profondément modifié. De plus, la plupart des variétés sur lesquelles on a fait des expériences ont été produites par la domestication. Or, comme la domestication tend apparemment à éliminer la stérilité, on ne peut guère s'attendre à ce qu'elle la produise. La stérilité des hybrides est un cas fort différent de celui des premiers croisements, car leurs organes reproducteurs sont plus ou moins fonctionnellement impuissants, alors que chez les espèces croisées, les organes des deux côtés sont en parfaite condition. Comme nous observons que toutes sortes d'organismes sont rendus plus ou moins stériles lorsque leur constitution est perturbée par de très légères différences dans les conditions de vie, il n'y a rien d'étonnant à ce que les hybrides soient à quelques degrés stériles, car leur constitution ne peut manquer d'avoir été perturbée par la composition de deux organisations distinctes. Ce parallélisme est renforcé par un autre groupe de faits parallèles mais directement opposés. La vigueur et la fertilité de tous les êtres organisés sont augmentées par de légers changements dans leurs conditions de vie, et la descendance de formes légèrement modifiées acquiert grâce au croisement plus de vigueur et de fertilité, de sorte que d'une part des changements considérables des conditions de vie et des croisements entre formes très modifiées diminuent la fertilité, et d'autre part des changements moins importants des conditions de vie et des croisements entre formes moins modifiées augmentent la fertilité. En ce qui concerne la distribution géographique, les difficultés que rencontre la théorie de la descendance avec modification sont assez sérieuses. Tous les individus d'une même espèce et toutes les espèces d'un même genre, même chez les groupes supérieurs, descendent de parents communs.
En conséquence, quelque distants et quelque isolés que soient actuellement les points du globe où on les rencontre, il faut que, dans le cours des générations successives, ces formes parties d'un seul point aient rayonné vers tous les autres. Il nous est souvent impossible de conjecturer même par quels moyens ces migrations ont pu se réaliser. Cependant, comme nous avons lieu de croire que quelques espèces ont conservé la même forme spécifique pendant des périodes très longues, énormément longues même si on les compte par année, nous ne devons pas attacher trop d'importance à la grande diffusion occasionnelle d'une espèce quelconque, car pendant le cours de ces longues périodes, elle a dû toujours trouver des occasions favorables pour effectuer de vastes migrations par des moyens divers. On peut souvent expliquer une extension discontinue par l'extinction de l'espèce dans les régions intermédiaires. Il faut d'ailleurs reconnaître que nous savons fort peu de choses sur l'importance réelle des divers changements climatériques et géographiques que le globe a éprouvés pendant les périodes récentes, changements qui ont certainement pu faciliter les migrations. J'ai cherché comme exemple à faire comprendre l'action puissante qu'a dû exercer la période glaciaire sur la distribution d'une même espèce et des espèces alliées dans le monde entier. Nous ignorons encore absolument quels ont pu être les moyens occasionnels de transport. Quant aux espèces distinctes d'un même genre, habitant des régions éloignées et isolées, la marge de leur modification ayant dû être nécessairement lente, tous les modes de migration auront pu être possibles pendant une très longue période, ce qui atténue jusqu'à un certain point la difficulté d'expliquer la dispersion immense des espèces d'un même genre. La théorie de la sélection naturelle impliquant l'existence antérieure d'une foule innombrable de formes intermédiaires, reliant les unes aux autres par des nuances aussi délicates que le sont nos variétés actuelles, toutes les espèces de chaque groupe, on peut se demander pourquoi nous ne voyons pas autour de nous toutes ces formes intermédiaires et pourquoi tous les êtres organisés ne sont pas confondus en un inextricable chaos. À l'égard des formes existantes, nous devons nous rappeler que nous n'avons aucune raison, sauf dans des cas fort rares, de nous attendre à rencontrer des formes intermédiaires, les reliant directement les unes aux autres, mais seulement celles qui rattachent chacune d'elles à quelque forme surplantée et éteinte. Même sur une vaste surface demeurée continue pendant une longue période et dont le climat et les autres conditions d'existence changent insensiblement, en passant d'un point habité par une espèce à un autre habité par une espèce étroitement alliée, nous n'avons pas lieu de nous attendre à rencontrer souvent des variétés intermédiaires dans les zones intermédiaires. Car nous avons des raisons de croire que seules quelques espèces subissent des modifications à un moment donné, et que tous les changements s'effectuent lentement. J'ai démontré aussi que les variétés intermédiaires qui ont probablement occupé d'abord les zones intermédiaires ont dû être supplantées par les formes alliées existant de part et d'autre, car ces dernières, étant les plus nombreuses, tendent pour cette raison même à se modifier et à se perfectionner plus rapidement que les espèces intermédiaires, moins abondantes, en sorte que celles-ci ont dû, à la longue, être exterminées et remplacées. Dans l'hypothèse de l'extermination d'un nombre infini de chaînons reliant les habitants actuels avec les habitants éteints du globe et, à chaque période successive, reliant les espèces qui y ont vécu avec les formes plus anciennes, pourquoi ne trouvons-nous pas, dans toutes les formations géologiques, une grande abondance de ces formes intermédiaires? Pourquoi nos collections de restes fossiles nous fournissent-elles pas la preuve évidente de la gradation et des mutations des formes vivantes? Pourquoi ne trouvons-nous pas sous ce dernier système de puissantes masses de sédiments renfermant les restes des ancêtres des fossiles siluriens? Car ma théorie implique que des semblables couches ont été disposées, quelque part, lors de ces époques si reculées et si complètement ignorées de l'histoire du globe. Je ne puis répondre à ces questions et résoudre ces difficultés qu'en supposant que les archives géologiques sont bien plus incomplètes que les géologues l'admettent généralement. On ne saurait objecter qu'il n'y a pas eu de temps suffisant pour tout changement organique, car la durée de temps écoulée a été si immense qu'elle est totalement inconcevable pour l'esprit humain. Le nombre des spécimens qui renferment tous nos musées n'est absolument rien auprès des innombrables générations d'espèces qui ont certainement existé. Il nous serait impossible de reconnaître une espèce comme la forme souche d'une autre espèce modifiée, si attentivement que nous les examinions, à moins que nous ne possédions la plupart des chaînons intermédiaires, qu'en raison de l'imperfection des documents géologiques, nous ne devons pas nous attendre à trouver en grand nombre. On pourrait citer de nombreuses formes douteuses, qui ne sont probablement que des variétés, mais qui nous assurent qu'on découvrira dans l'avenir un assez grand nombre de fossiles intermédiaires pour que les naturalistes soient à même de décider si ces variétés douteuses méritent oui ou non la qualification de variété. Tant que la plupart des chaînons entre les espèces sont inconnus, si l'on découvre un chaînon ou une variété intermédiaire, il sera tout simplement classé comme une nouvelle espèce distincte. On n'a exploré géologiquement qu'une bien faible partie du globe. D'ailleurs, les êtres organisés appartenant à certaines classes peuvent seuls se conserver à l'état fossile, au moins en quantité un peu considérable.
Ce sont les espèces dominantes et les plus répandues qui varient le plus et le plus souvent, et les variétés sont souvent locales. Or, ce sont là les deux circonstances qui rendent fort peu probable la découverte des chaînons intermédiaires dans une forme quelconque. Les variétés locales ne sont disséminant pardon. Les variétés locales ne se disséminant guère dans d'autres régions éloignées avant de s'être considérablement modifiées et perfectionnées, quand elles ont émigré et qu'on les trouve dans une forme géologique, elles paraissent y avoir été subitement créées, et on les considère simplement comme des espèces nouvelles. La plupart des formations ont dû s'accumuler d'une manière intermittente, et leur durée a probablement été plus courte que la durée moyenne des formes spécifiques. Les formations successives sont, dans le plus grand nombre des cas, séparées les unes des autres par des lacunes correspondant à de longues périodes, car des formations fossilières assez épaisses pour résister aux dégradations futures n'ont pu, en règle générale, s'accumuler que là où d'abondants sédiments ont été déposés sur le fond d'une aire marine en voie d'affaissement. Pendant les périodes alternantes du soulèvement et de niveau stationnaire, le témoignage géologique est généralement nul. Pendant ces dernières périodes, il y a probablement plus de variabilité dans les formes de vie. Et pendant les périodes d'affaissement, plus d'extinction. Quant à l'absence de riches couches fossilières au-dessous de la formation silurienne, je ne puis que répéter l'hypothèse que j'ai déjà développée dans le 8e chapitre. Personne ne conteste l'imperfection des documents géologiques, mais qu'ils soient incomplets au point que ma théorie l'exige, peu de gens en conviendront volontiers. Si nous considérons des périodes suffisamment longues, la géologie prouve clairement que toutes les espèces ont changé, et qu'elles ont changé comme le veut ma théorie, c'est-à-dire à la fois lentement et graduellement. Ce fait ressort avec évidence de ce que les restes fossiles que contiennent les formations consécutives sont invariablement beaucoup plus étroitement reliés les unes aux autres que le sont ceux des formations séparées par les plus grands intervalles. Tel est le résumé des réponses que l'on peut faire et des explications que l'on peut donner aux objections et aux diverses difficultés qu'on peut soulever contre ma théorie, difficultés dont j'ai moi-même trop longuement senti tout le poids pour douter de leur importance. Mais il faut noter avec soin que les objections les plus sérieuses se rattachent à des questions sur lesquelles notre ignorance est telle que nous n'en soupçonnons même pas l'étendue. Nous ne connaissons pas toutes les graduations possibles entre les organes les plus simples et les plus parfaits. Nous ne pouvons prétendre connaître tous les moyens divers de distinction qui ont pu agir pendant les longues périodes du passé, ni l'étendue de l'imperfection des documents géologiques. Si sérieuses que soient ces diverses objections, elles ne sont, à mon avis, cependant pas suffisantes pour renverser la théorie de la descendance avec modification. Examinons maintenant l'autre côté de la question. Nous voyons beaucoup de variabilité chez les êtres domestiqués. Cela me semble surtout dû au fait que le système reproducteur est éminemment sensible au changement des conditions de vie, de sorte que ce système, lorsqu'il est rendu impuissant, ne reproduit pas une descendance exactement semblable à la forme parente. La variabilité obéit à des lois complexes, telles que la corrélation, l'usage et le défaut d'usage, et l'action directe des conditions de vie. Il est difficile de savoir dans quelle mesure nos productions domestiques ont été modifiées, mais nous pouvons certainement admettre qu'elles l'ont été beaucoup, et que les modifications restent héréditaires pendant de longues périodes. Aussi longtemps que les conditions extérieures restent les mêmes, nous avons lieu de croire qu'une modification héréditaire depuis de nombreuses générations peut continuer à l'être encore pendant un nombre de générations à peu près illimité. D'autre part, nous avons la preuve que, lorsque la variabilité a une fois commencé à se manifester, elle continue d'agir pendant longtemps, à l'état domestique, car nous voyons encore occasionnellement des variétés nouvelles apparaître chez nos productions domestiques les plus anciennes. L'homme n'a aucune influence immédiate sur la production de la variabilité, il expose seulement souvent son dessein, les êtres organisés à de nouvelles conditions d'existence. La nature agit alors sur l'organisation et cause la variabilité. Mais l'homme peut choisir les variations que la nature lui fournit et les accumuler comme il l'entend. Il adapte ainsi les animaux et les plantes à son usage ou à ses plaisirs. Il peut opérer cette sélection méthodiquement ou seulement d'une manière inconsciente, en conservant les individus qui lui sont le plus utiles ou qui lui plaisent le plus, sans aucune intention préconçue de modifier la race. Il est certain qu'il peut largement influencer les caractères d'une race en sélectionnant dans chaque génération successive des différences individuelles assez légères pour échapper à des yeux inexpérimentés. Ce procédé de sélection a été l'agent principal de la formation des races domestiques les plus distinctes et les plus utiles. Les doutes inextricables où nous sommes sur la question de savoir si certaines races produites par l'homme sont des variétés ou des espèces primitives distinctes prouvent qu'elles possèdent dans une large mesure les caractères des espèces naturelles.
Il n'est aucune raison évidente pour que les principes dont l'action a été si efficace à l'état domestique n'aient pas agi à l'état de nature, dans la préservation des individus et des races favorisées, dans une lutte pour l'existence qui se manifeste régulièrement par intervalles, nous trouvons le moyen de sélection, le plus puissant et le plus constamment à l'œuvre. La lutte pour l'existence est une conséquence inévitable de la multiplication en raison géométrique de tous les êtres organisés. La rapidité de cette progression est prouvée par le calcul et par la multiplication rapide de beaucoup de plantes et d'animaux pendant une série de saisons particulièrement favorables et de leur introduction dans un nouveau pays. Il naît plus d'individus qu'il ne peut survivre. Un atome dans la balance peut décider des individus qui doivent vivre et de ceux qui doivent mourir, ou déterminer quelles espèces ou quelles variétés augmentent ou diminuent en nombre, ou s'éteignent totalement. Comme les individus d'une même espèce entrent sous tous les rapports en plus étroite concurrence les uns avec les autres, c'est entre eux que la lutte pour l'existence est la plus vive. Elle est presque aussi sérieuse entre les variétés de la même espèce et ensuite entre les espèces d'un même genre. La lutte doit d'autre part être souvent aussi rigoureuse entre des êtres très éloignés dans l'échelle naturelle. La moindre supériorité que certains individus à un âge ou pendant une saison quelconque peuvent avoir sur ceux avec lesquels ils se trouvent en concurrence, ou toute adaptation plus parfaite aux conditions ambiantes, font, dans le cours des temps, pencher la balance en leur faveur. Chez les animaux à sexes séparés, on observe, dans la plupart des cas, une lutte entre les mâles pour la possession des femelles, à la suite de laquelle les plus vigoureux et ceux qui ont le plus de succès sous le rapport des conditions d'existence sont aussi ceux qui, en général, laissent le plus de descendants. Le succès doit cependant dépendre souvent de ce que les mâles possèdent, des moyens spéciaux d'attaque ou de défense, ou de plus grand charme, car tout avantage, même léger, suffit à leur assurer la victoire. L'étude de la géologie démontre clairement que tous les pays ont subi de grands changements physiques. Nous pouvons donc supposer que les êtres organisés ont dû, à l'état de nature, varier dans la même manière qu'ils l'ont fait à l'état domestique. Or, s'il y a eu la moindre variabilité dans la nature, il serait incroyable que la sélection naturelle n'eût pas joué son rôle. On a souvent soutenu, mais il est impossible de prouver cette assertion, que, à l'état de nature, la somme des variations est rigoureusement limitée. Bien qu'agissant seulement sur les caractères extérieurs et souvent capricieusement, l'homme peut cependant obtenir en peu de temps des grands résultats chez ses productions domestiques en accumulant de simples différences individuelles. Or, chacun admet que les espèces présentent des différences dans cette nature. Tous les naturalistes reconnaissent qu'outre ces différences, il existe des variétés qu'on considère comme assez distinctes pour être l'objet d'une mention spéciale dans les ouvrages systématiques. On n'a jamais pu établir de distinction bien nette entre les différences individuelles et les variétés peu marquées, ou entre les variétés prononcées, les sous-espèces et les espèces. Remarquons à quel point les naturalistes diffèrent quand il s'agit de classer les nombreuses formes représentatives d'Europe et d'Amérique du Nord. Or, s'il y a dans la nature une variabilité et un puissant agent toujours prêt à agir et sélectionner, comment pourrions-nous douter que des variations, utiles en quoi que ce soit à des êtres vivants, dans leurs relations vitales excessivement complexes, soient préservées, accumulées et héritées? Si l'homme peut, avec de la patience, trier les variations qui lui sont utiles, pourquoi, dans les conditions complexes et changeantes de l'existence, ne surgirait-il pas des variations avantageuses pour les productions vivantes dans la nature, susceptibles d'être conservées par sélection? Quelles limites pourrait-on fixer à cette cause agissant continuellement pendant des siècles, et scrutant rigoureusement et sans relâche la constitution, la conformation et les habitudes de chaque être vivant, pour favoriser ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais? Je crois que la puissance de la sélection est illimitée quand il s'agit d'adapter lentement et admirablement chaque forme aux relations les plus complexes de l'existence. Sans aller plus loin, la théorie de la sélection naturelle me paraît probable au suprême degré. J'ai déjà récapitulé de mon mieux les difficultés et les objections qui lui ont été opposées. Passons maintenant aux faits spéciaux et aux arguments qui militent en sa faveur. Dans l'hypothèse que les espèces ne sont que des variétés, bien accusées et permanentes, et que chacune d'elles a d'abord existé sous forme de variété, il est facile de comprendre pourquoi on ne peut tirer aucune ligne de démarcation entre l'espèce qu'on attribue ordinairement à des actes spéciaux de création et la variété qu'on reconnaît avoir été produite en vertu de lois secondaires. Il est facile de comprendre encore pourquoi, dans une région où un grand nombre d'espèces d'un genre existant et sont actuellement prospères, ces mêmes espèces présentent de nombreuses variétés. En effet, c'est là où la formation des espèces a été abondante que nous devons, en règle générale, nous attendre à les avoir encore en activité. Or, tel doit être le cas si les variétés sont des espèces naissantes. De plus, les espèces des grands genres, qui fournissent le plus grand nombre de ces espèces naissantes ou de ces variétés, conservent dans une certaine mesure le caractère de variété, car elles diffèrent moins les unes des autres que ne le font les espèces des genres plus petits.
Les espèces étroitement alliées des grands genres paraissent aussi avoir une distribution restreinte, et, par leur affinité, elles se réunissent en petits groupes autour d'autres espèces. Sous ces deux rapports, elles ressemblent aux variétés. Ces rapports fort étranges dans l'hypothèse de la création indépendante de chaque espèce devient incompréhensible si l'on admet que toutes les espèces ont d'abord existé à l'état de variété. Comme chaque espèce tend par suite de la progression géométrique de sa reproduction à augmenter en nombre d'une manière démesurée et que les descendants modifiés de chaque espèce tendent à se multiplier d'autant plus qu'ils présentent des conformations et des habitudes plus diverses de façon à pouvoir se saisir d'un plus grand nombre de places différentes dans l'économie de la nature, la sélection naturelle doit tendre constamment à conserver les descendants les plus divergents d'une espèce quelconque. Il en résulte que, dans les cours longtemps continués des modifications, les légères différences qui caractérisent les variétés de la même espèce tendent à s'accroître jusqu'à devenir les différences plus importantes qui caractérisent les espèces d'un même genre. Les variétés nouvelles et perfectionnées doivent remplacer et exterminer inévitablement les variétés plus anciennes, intermédiaires et moins parfaites, et les espèces tendent à devenir ainsi plus distinctes et moins définies. Les espèces et mieux définies. Les espèces dominantes, qui font partie des groupes principaux de chaque classe, tendent à donner naissance à des formes nouvelles et dominantes, et chaque groupe principal tend toujours à s'accroître davantage et en même temps à présenter des caractères toujours plus divergents. Mais comme tous les groupes ne peuvent aussi réussir à augmenter en nombre car la Terre ne pourrait les contenir, les plus dominants l'emportent sur ceux qui le sont moins. Cette tendance qu'ont les groupes déjà considérables à augmenter toujours et à diverger par leur caractère jointe à la conséquence presque inévitable d'extinctions fréquentes, explique l'arrangement de toutes les formes vivantes en groupes subordonnés à d'autres groupes, et tous compris dans un petit nombre de grandes classes, arrangement qui a prévalu dans tous les temps. Ce grand fait du groupement de tous les êtres organisés est absolument inexplicable dans l'hypothèse de création. Comme la sélection naturelle n'agit qu'en accumulant des variations légères, successives et favorables, elle ne peut pas produire des modifications considérables ou subites. Elle ne peut agir qu'à pas lents et courts. Cette théorie rend facile à comprendre l'axiome natura non factis saltum, dont chaque nouvelle conquête de la science démontre chaque jour de plus en plus la vérité. Nous voyons en un mot pourquoi la nature est prodigue de variété, tout en étant avare d'innovation. Or, pourquoi cette loi existerait-elle si chaque espèce avait été indépendamment créée? C'est ce que personne ne saurait expliquer. Un grand nombre d'autres faits me paraissent explicables d'après cette théorie. N'est-il pas étrange qu'un oiseau ayant la forme du pic, se nourrisse d'insectes terrestres, qu'une oie habitant les terres élevées et ne nageant jamais, ou du moins bien rarement, ait des pieds palmés, qu'un oiseau semblable au merle plonge et se nourrisse d'insectes subaquatiques, qu'un pétrel ait des habitudes et une conformation convenable pour la vie d'un pingouin ou d'un grèbe, et ainsi de suite dans une foule d'autres cas. Mais dans l'hypothèse que chaque espèce s'efforce constamment de s'accroître en nombre pendant que la sélection naturelle est toujours prête à agir pour adapter ses descendants, lentement variables, à toute place qui dans la nature est inoccupée ou imparfaitement remplie, ces faits cessent d'être étranges et étaient même à prévoir. Comme la sélection naturelle agit au moyen de la concurrence, elle n'adapte et ne perfectionne les animaux de chaque pays que relativement aux autres habitants. Nous ne devons donc nullement nous étonner que les espèces d'une région quelconque qu'on suppose, d'après la théorie ordinaire, avoir été spécialement créées et adaptées pour cette localité, soient vaincues et remplacées par des produits venant d'autres pays. Nous ne devons pas non plus nous étonner de ce que toutes les combinaisons de la nature ne soient pas à notre point de vue absolument parfaites, l'œil humain par exemple, et même que quelques-unes soient contraires à nos idées d'adaptation. Nous ne devons pas nous étonner de ce que l'aiguillon de l'abeille cause souvent la mort de l'individu qui l'emploie, de ce que les mâles chez cet insecte soient produits en aussi grand nombre pour accomplir un seul acte, et soient ensuite massacrés par leurs sœurs stériles dans l'énorme gaspillage de pollen de nos pins, de la haine instinctive qu'éprouve la reine des abeilles pour ses filles fécondes, de ce que l'Icunomon s'établisse dans le corps vivant d'une chenille et se nourrisse à ses dépens, et de tant d'autres cas analogues. Ce qu'il y a réellement de plus étonnant dans la théorie de la sélection naturelle, c'est qu'on n'ait pas observé encore plus de cas du défaut de la perfection absolue. Les lois complexes et peu connues qui régissent la production des variétés sont, autant que nous en pouvons juger, les mêmes que celles qui ont régi les productions des formes dites spécifiques. Dans les deux cas, les conditions physiques paraissent avoir déterminé, dans une mesure dont nous ne pouvons préciser l'importance, des effets définis et directs. Ainsi, lorsque des variétés arrivent dans une nouvelle station,
Elles revêtent occasionnellement quelques-unes des caractères propres aux espèces qui l'occupent. L'usage et le défaut d'usage paraissent, tant chez les variétés que chez les espèces, avoir produit des effets importants. Il est impossible de ne pas être conduit à cette conclusion quand on considère, par exemple, le canard à ailes courtes, microptère, dont les ailes, incapables de se servir au vol, sont à peu près dans le même état que celles du canard domestique. Ou lorsque l'on voit le tucutucofouisseur Sténomis, qui est occasionnellement aveugle, et certaines taupes qui le sont ordinairement, et dont les yeux sont recouverts d'une pellicule. Enfin, lorsque l'on songe aux animaux aveugles qui habitent les cavernes obscures de l'Amérique et de l'Europe, la variation corrélative, c'est-à-dire la loi en vertu de laquelle la modification d'une partie du corps entraîne celle de diverses autres parties, semble aussi avoir joué un rôle important chez les variétés et chez les espèces. Chez les unes et chez les autres, aussi des caractères depuis longtemps perdus sont sujets à réapparaître. Comment expliquer par la théorie des créations l'apparition occasionnelle de raies sur les épaules et sur les jambes de diverses espèces du genre cheval et de leur hybride? Combien, au contraire, se fait s'expliquer simplement si l'on admet que toutes ces espèces descendent d'un ancêtre zébré, de même que les différentes races du pigeon domestique descendent du biset, au plumage bleu et barré? Si l'on se place dans l'hypothèse ordinaire de la création indépendante de chaque espèce, pourquoi les caractères spécifiques, c'est-à-dire ceux par lesquels les espèces du même genre diffèrent les unes des autres, seraient-ils plus variables que les caractères génériques qui sont communs à toutes les espèces? Pourquoi, par exemple, la couleur d'une fleur serait-elle plus sujette à varier chez une espèce d'un genre, dont les autres espèces, qu'on suppose avoir été créées de façon indépendante, ont elles-mêmes des fleurs et de différentes couleurs, qui sont toutes les espèces du genre ont des fleurs de même couleur? Ce fait s'explique facilement si l'on admet que les espèces ne sont que des variétés bien accusées, dont les caractères sont devenus permanents, à un haut degré. En effet, ayant déjà varié pour certains caractères depuis l'époque où elles ont divergé de la souche commune, ce qui a produit leur distinction spécifique, ces mêmes caractères seront encore plus sujets à varier que les caractères génériques, qui depuis une immense période ont continué à se transmettre sans modification. Il est impossible d'expliquer d'après la théorie de la création pourquoi un point de l'organisation, développé d'une manière inusité chez une espèce quelconque d'un genre est par conséquent de grande importance pour cette espèce, comme nous pouvons naturellement le penser, et éminemment susceptible de variation. D'après ma théorie, au contraire, ce point est le siège depuis l'époque où les diverses espèces se sont séparées de leur souche commune d'une quantité inaccoutumée de variations et de modifications, et il doit, en conséquence, continuer à être généralement variable. Mais une partie peut se développer d'une manière exceptionnelle, comme l'aile de la chauve-souris, sans être plus variable que toute autre conformation, si elle est commune à un grand nombre de formes subordonnées, c'est-à-dire si elle s'est transmise héréditairement pendant une longue période, car en pareil cas, elle est devenue constante par suite de l'action prolongée de la sélection naturelle. Quant aux instincts, quelque merveilleux que soient plusieurs d'entre eux, la théorie de la sélection naturelle des modifications successives légères mais avantageuses lui explique aussi facilement qu'elle explique la conformation corporelle. Nous pouvons aussi ainsi comprendre pourquoi la nature procède par degrés, pour pouvoir de leurs différents instincts, les animaux divers d'une même classe. J'ai essayé de démontrer quelle lumière le principe du perfectionnement graduel jette sur les phénomènes si intéressants que nous présentent les facultés architecturales de l'abeille. Bien que sans doute l'habitude joue un rôle dans la modification des instincts, elle n'est pourtant pas indispensable, comme le prouvent les insectes neutres, qui ne laissent pas de descendants pour hériter des effets d'habitude longuement incontinués. Dans l'hypothèse que toutes les espèces d'un même genre descendent d'un même parent, dont elles ont hérité un grand nombre de points communs, nous comprenons que les espèces alliées, placées dans des conditions d'existence très différentes, et cependant peu à peu les mêmes instincts,